Les amis, suite de la Coupe du Monde des clubs et suite de cette première journée, on va continuer à analyser cette compétition qui a lieu en ce moment du côté des États-Unis. On va analyser trois matchs qui ont eu lieu hier soir ou dans la nuit. On va d'abord parler de Chelsea Los Angeles FC. On va également aborder Flamengo Espérance de Tunis et on va aussi parler de ce bouillant Boca Junior Benfica Lisbonne. Ça va être super intéressant à analyser, sachant qu'il va y avoir encore d'autres matchs ce soir. On a eu un bouillant Boca Benfica. On a également eu un plutôt déséquilibré Flamengo Espérance de Tunis et aussi Chelsea LAFC où ça a été assez déséquilibré. La facture aurait pu être plus lourde pour les coéquipiers du Goloris. On va commencer par aborder cette rencontre-là entre Chelsea et Los Angeles FC. Alors cette équipe de Los Angeles FC, elle s'est qualifiée à la dernière minute puisqu'il y a eu le désistement ou la disqualification d'une équipe mexicaine, ce qui a fait que les Californiens se sont qualifiés en tant que derniers dans cette compétition. Ils ont fait un barrage face à Club América, je crois que c'était un club mexicain aussi, donc ils se sont qualifiés un peu comme invités sur les dernières semaines. C'était un club qui n'était pas voué à disputer cette compétition et donc on compte dans les rangs de cette équipe des joueurs comme Hugo Lloris, Olivier Giroud ou encore Denis Bouanga qui est vraiment la star de cette équipe de l'AFC. Il y a également Palencia qui est formé au Barça, qui a joué en Ligue 1 à Bordeaux, à Saint-Etienne. Donc il y a pas mal de visages connus quand même dans cette équipe de l'AFC. Et j'ai trouvé que cette équipe, elle était relativement faible tout de même. C'est une équipe qui est pour l'instant sixième de la conférence ouest de la MLS, qui a remporté la MLS. C'était en 2022 maintenant, donc ça commence plutôt à remonter quand même. C'était il y a 3 ans. Et hier, sur le 11 de départ, on a Hugo Lloris qui est titulaire face à un club qu'il connaît bien, puisqu'il a joué à Tottenham pendant des années, donc il a eu l'habitude de disputer des derbys londoniens. Mais Olivier Giroud, l'ancien joueur de Chelsea qui faisait face à ses anciens coéquipiers, eh bien, il était remplaçant. Il est d'ailleurs rentré à la mi-temps. Denis Bonga était également présent. C'est vraiment lui la grande star de cette équipe et c'est lui qui a essayé quand même avec des miettes de faire ce qu'il a pu sur le front offensif. Et c'est vrai que cette équipe de Chelsea, elle a rapidement imprimé son rythme sur le match pour finalement s'imposer 2-0. Enzo Fernandez qui est rentré à la mi-temps, qui a hérité de son brassard de capitaine, eh bien, il a réussi également à marquer un but sur une passe décisive de Liam Delap. Liam Delap qui vient d'arriver en provenance d'Ipswich, qui arbore d'ores et déjà le numéro 9 et qui est allé de sa passe décisive. Et Liam Delap, c'est un joueur qui a vraiment une palette très large. On en avait parlé, j'en avais fait une vidéo il y a quelques mois. Il a fait une très belle saison dans le marasme d'Ipswich qui a été relégué en Championship et il a délivré une très belle passe décisive pour Enzo Fernandez qui a su se projeter dans la surface, fidèle au développement qu'il a connu cette saison. C'est vrai que le champion du monde argentin, c'est un joueur qui se projette beaucoup plus à la Coupe du Monde 2022. On l'avait vu un peu dans ce rôle de sentinelle. Là, vraiment, c'est un joueur qui est capable de se projeter. C'est un joueur qui est capable de démontrer pas mal de choses sur le plan technique, notamment dans le dernier tiers du terrain. Et c'est vraiment très intéressant ce que fait Fernandez depuis quelques mois maintenant, dans un rôle un tout petit peu plus offensif, où il va apporter sa grinta, notamment sur le fait de plonger dans la surface de réparation pour accompagner les attaques de son équipe. Nicolas Jackson aussi, qui était titulaire au départ de la partie à la place de Liam Delap, justement, lui aussi, il a montré pas mal d'altruisme. Il délivre une très belle passe pour Madueke en début de partie. Puis quelques minutes plus tard, il délivre une passe décisive pour Pedro Neto suite à un décrochage. Il va lancer l'international portugais. C'est vrai que Nicolas Jackson nous avait pas habitués à ce genre d'exploit. C'est un attaquant qui nous avait habitués davantage à prendre la profondeur. Là, sur les phases de décrochage pour s'orienter et transmettre le ballon à ses coéquipiers, il a été très intéressant dans cette capacité à être très technique, notamment sur les phases de remise et sur les phases de décrochage dans les petits espaces. Et ça, c'est super intéressant. On voit que l'international sénégalais a peut-être été bougé par la concurrence qui commence à arriver du côté de Chelsea avec notamment Liam Delap. Donc voilà, cette équipe de Chelsea, elle a montré des choses assez intéressantes avec Nicolas Jackson qui a développé sa palette, notamment dans le décrochage, dans les petits espaces et dans le fait de lancer ses coéquipiers. Et puis un Enzo Fernandez qui est rentré à la mi-temps et qui lui aussi a développé pas mal d'aptitudes sur les derniers mois, une capacité à se projeter aussi, à être bien meilleur sur le front offensif et sur le fait d'accompagner les attaques, notamment dans le dernier tiers. Donc voilà, on a des jeunes joueurs qui commencent à se développer un peu du côté de Chelsea. Cette équipe de Chelsea, ça m'étonnerait pas que ce soit un peu la surprise européenne de la compétition parce qu'on parle beaucoup du Bayern, du Real, de Manchester City, mais Chelsea pourrait vraiment être une équipe surprenante. On les a pas beaucoup vus cette saison parce qu'ils ont joué la Conference League et que la Première Ligue n'a pas été exceptionnelle, mais c'est une équipe qui a de la qualité avec pas mal de jeunesse là aussi, donc équipe assez intéressante face à LAFC qui a été beaucoup trop faible. Au final, on a essayé de faire rentrer Olivier Giroud à la mi-temps pour changer quelque chose, notamment dans l'impact qu'il aurait mis et la pression qu'il aurait pu mettre sur les défenseurs centraux de Chelsea avec l'expérience qu'il a, parce que c'est Colwill et Tozin, donc c'est des joueurs
joueurs assez jeunes, mais globalement Olivier Giroud n'a pas eu l'effet escompté et finalement Chelsea s'impose assez sereinement 2-0 et cette équipe de Chelsea, je pense qu'elle finira vraisemblablement leader de cette poule, même si attention, il y a une équipe de Flamengo qui est quand même très intéressante, à mon grand dam bien sûr, puisque l'Espérance de Tunis, Taraji, s'est incliné 2-0 dans la nuit et je suis assez déçu aussi par cette équipe de l'Espérance de Tunis. Je m'attendais à ce qu'il fasse meilleure figure tout de même si à 2-0 tu t'en sors plutôt bien parce que Flamengo a été largement au-dessus sur l'ensemble de la partie en tenant le ballon, 69% de possession de balle, beaucoup plus d'expected goals, seulement 0,14 pour l'Espérance de Tunis en termes d'expected goals, donc c'est beaucoup trop faible pour espérer quelque chose. Et dans cette équipe de Flamengo, il y a un phénomène que j'appelle les joueurs de poche. Il y a Luis Araujo notamment qui a joué du côté de Lille il y a quelques années en Ligue 1, il y a également De Arrascaeta qui a gagné une Copa América avec l'Uruguay qui évolue à Flamengo depuis des années désormais. Donc il y a des petits joueurs de poche qui sont très très bons dans les petits espaces et cette équipe de Flamengo elle a marqué un but en première, un but en deuxième pour se montrer relativement efficace et être très peu inquiété. Côté Espérance de Tunis, il y a aussi une communauté brésilienne dans cette équipe avec Yann Sass, le numéro 10, ou Rodrigo Rodriguez, le numéro 9 de cette équipe tunisienne. Mais finalement, l'Espérance de Tunis n'a pas pu faire figure face à Flamengo qui a été largement au-dessus. La seule éclaircie, elle est venue de Youssef Blaili qui sur les phases de contre a effectué les deux seules frappes cadrées de l'Espérance de Tunis sur la rencontre et lui aussi il a un peu croqué la feuille sur les phases offensives, peut-être qu'il aurait pu se montrer un peu plus altruiste, on a vu un peu le désespoir de ses coéquipiers face à cet individualisme, mais finalement Blaili c'était vraiment le seul joueur qui individuellement aurait pu faire la différence, mais Flamengo a vraiment des joueurs de qualité et surtout des joueurs d'expérience, il n'y a pas un seul joueur de moins de 25 ans dans le 11 de Flamengo, on retrouve comme je l'ai dit Luis Araujo et De Arrascaeta qui sont des profils techniques de grande qualité, mais on retrouve aussi des joueurs comme Gerson qui est passé du côté de l'Olympique de Marseille et aussi Jorginho qui vient de faire son premier match sous le maillot de Flamengo depuis son retour au Brésil en provenance d'Arsenal, donc c'est très intéressant là aussi, pas mal de joueurs d'expérience, une équipe qui est leader du championnat brésilien actuellement et qui est en pleine confiance parce que c'est une seule défaite sur les 9 derniers matchs et ça c'est intéressant, je pense que c'est une équipe qui pourrait vraiment inquiéter Chelsea. D'ailleurs Jorginho retrouvera Chelsea lors de la deuxième journée puisqu'il a joué du côté de Chelsea, il a même remporté la Ligue des Champions, donc ça va être assez intéressant à analyser, mais cette équipe de Flamengo pourrait vraiment inquiéter Chelsea, et moi si je devais m'engager, je pense vraiment que Flamengo va accrocher Chelsea sur la deuxième journée, parce que c'est une équipe qui a vraiment pas mal de qualité. Maintenant pour l'Espérance de Tunis, la dernière chance c'est de s'imposer face à l'LAFC dans ce match, un peu des équipes plus faibles de la poule, pour espérer un potentiel miracle sur la troisième journée face à Chelsea. Je continue à y croire, même si ça va être compliqué, mais je pense qu'une potentielle victoire contre l'LAFC c'est tout à fait possible pour l'Espérance de Tunis, même si encore une fois, cette équipe de l'Espérance, elle a montré que le football africain pouvait peut-être être un peu plus faible que le football sud-américain, parce qu'on parle quand même de deux mastodontes de leurs continents respectifs, et hier, l'Espérance de Tunis a payé une facture pas suffisamment large par rapport au match, parce que c'est vrai que cette équipe de Flamengo, elle aurait pu gagner bien plus largement, même s'ils ont plus tenu le ballon, qu'ils se sont créés d'occasions, mais globalement, c'est une équipe qui a été dans une totale maîtrise et qui a été que très rarement inquiétée, à part sur les quelques phases de contre où Belaïli a pu déséquilibrer un peu la défense brésilienne. On va maintenant parler du match le plus bouillant de cette nuit, c'était Benfica Boca Junior et c'est super intéressant, c'est dans la poule du Bayern Munich et on a eu des cartons rouges en veux-tu en voilà, de partout, des rebondissements. Il faut d'abord souligner que cette équipe de Benfica, elle a mené 2-0, mais juste avant la mi-temps, Benfica obtient un penalty, ce qui fait que Di Maria réduit la marque juste avant la mi-temps, ça évidemment ça installe le doute dans les têtes argentines et puis en toute fin de match, Otamendi marque également sur un coup de pied arrêté, donc Benfica, et c'est ce qu'il faut souligner, les Portugais ont marqué sur deux coups de pied arrêtés, donc on a une équipe qui a une forme d'incapacité à se créer des occasions, et on a une équipe de Boca qui peut nourrir des regrets, parce que quand tu mènes 2-0, eh bien tu t'attends à prendre l'ascendant psychologique, et au final on a eu pas mal de nervosité avec Boca Junior qui a écopé d'un carton rouge dans les dernières minutes avec Figal, il y a également Ander Herrera, l'ancien du Paris Saint-Germain, qui a pris un carton rouge en fin de première mi-temps aussi. Côté Benfica, pas mal de nervosité avec Belotti, l'ancien du Torino, qui a également écopé d'un carton rouge en fin de match également, donc on a eu pas mal de nervosité quand même de part et d'autre avec une équipe de Benfica qui avait du mal à revenir dans la partie, donc ça a installé une forme de nervosité, et une équipe de Boca qui sentait que le match commençait un peu à se gâter, qu'ils allaient potentiellement le perdre, ou voir Benfica revenir en tout cas, donc pas mal de nervosité des deux côtés, mais en tout cas c'est ce que j'attendais d'une équipe argentine et d'une équipe portugaise, ce côté un peu latin, un peu sud-américain d'un côté et latin de l'autre, avec pas mal de nervosité, même si évidemment on ne veut pas tomber dans le cliché, mais pas mal de nervosité des deux côtés là aussi, c'est dans la poule du Bayern, donc ce nul il arrange personne, même si je pense que Benfica et Boca s'imposeront
perdront face à Auckland City, mais je pense que c'est l'équipe qui obtiendra le meilleur résultat face au Bayern Munich qui se qualifiera à la fin, ou l'équipe qui mettra le plus de buts à Auckland City de toute façon, parce que le Bayern me paraît au-dessus dans cette poule et Auckland City me paraît en dessous, donc c'est l'équipe qui mettra le plus de buts à Auckland City et qui fera le meilleur résultat contre le Bayern Munich qui se qualifiera pour les huitièmes de finale, mais on a vu une vraie forme d'égalité en termes de niveau. J'ai vraiment vu deux équipes assez homogènes. Bien sûr, comme hier, Palmeiras Porto, avec deux équipes aussi qui avaient relativement le même niveau aussi, donc c'est plutôt intéressant d'avoir des matchs comme ça et des matchs plutôt bouillants également. Hier, Palmeiras Porto aussi, c'était un match assez bouillant, donc c'est super intéressant. Là, il y a eu les buts en plus avec les Argentins, justement. C'est les Argentins de Benfica qui ont cloué le bec aux Argentins de Boca Juniors, donc ça c'est assez intéressant et assez ironique bien sûr. C'est des Argentins qui sont venus offrir l'égalisation aux Lisboètes face à des Argentins, donc c'est assez ironique bien sûr, mais voilà, très beau match là aussi en perspective avec pas mal de qualité, même si cette équipe de Benfica, elle finit deuxième du championnat portugais, elle perd en finale de la Coupe du Portugal, à chaque fois c'est face au Sporting, donc c'est une équipe qui a vécu une saison de qualité sur le plan des résultats. Tu finis deuxième de ton championnat, tu vas jusqu'en finale de Coupe du Portugal, mais tu as une petite frustration parce qu'au final tu gagnes rien, et hier tu es mené 2-0 assez rapidement, même si tu parviens à réagir, eh bien c'est sur des coups de pied arrêtés. Donc cette équipe, elle n'a pas vraiment été rassurante dans la création des occasions et dans la capacité à déséquilibrer le bloc adverse sur des attaques placées. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la suite de la compétition. Et cette équipe de Boca, elle est intéressante, même si, encore une fois, pas mal de nervosité là aussi, et une équipe à deux visages. J'ai vu un commentaire sur YouTube sur le résumé qui disait on a eu le Boca des années 2000 sur la première mi-temps et on a eu le Boca de Fernando Gago sur la deuxième mi-temps. Et oui, c'est assez ça. C'est vrai que cette équipe de Boca Junior, elle a été très intéressante sur la première mi-temps en menant 2-0 face à un grand d'Europe tout de même, et sur la deuxième mi-temps, craqué complètement avec un carton rouge en fin de match en prenant deux buts sur coup de pied arrêté. Donc voilà, c'est assez laborieux là aussi. C'est une équipe à deux visages qu'on a vu hier du côté de Boca Junior, et ils gagneraient peut-être à avoir cette régularité sur 90 minutes. Ça leur permettrait peut-être de sortir de la poule. En tout cas, on aura aussi des matchs aujourd'hui de qualité. On va avoir River Plate Urawa, ce sera à 21h heure française. Il y a également un très beau Fluminense Dortmund à 18h, et vraiment ça va être super intéressant à analyser. On se retrouvera évidemment demain pour décortiquer tout ça. N'hésitez pas à me donner vos hommes forts, à vous abonner, à liker, à partager, vos pronos évidemment pour la suite de la compétition, et on est évidemment ensemble sur cette Coupe du Monde des clubs.